Jean-Luc Guigaud est le maître d'ouvrage de l'opération dont on va parler maintenant. Il est président de la société REDEM, spécialiste en immobilier commercial. Le groupe REDEM, qui combine un large savoir-faire en immobilier, une expertise démontrée des lieux de commerce, apporte une réponse ciblée aux enjeux des politiques urbaines et aux besoins de revitalisation des villes. Fort de 30 années d'expérience, le groupe REDEM est un auteur reconnu sur son marché, sachant apporter des solutions efficaces aux problématiques d'aménagement urbain, d'investissement immobilier et d'implantation des entreprises et des distributeurs. Ce qui fait que là, c'est sous une toute autre casquette que Jean-Luc Guigaud va nous présenter ce château qu'il a racheté et dont il charge Florent Clier, qui lui est, c'est un ancien parisien, à vrai dire, qui, Viry Sacuti, qui est passé dans l'école d'architecture et puis qui ensuite est devenu paysagiste. Florent Clier enseigne à l'ENSA de Normandie. Il enseigne également à l'école d'urbanisme de Paris. Voilà. Et il a fondé son cabinet paysagiste en 2019, donc c'est assez récent. Voilà. Et donc, il a à son actif un certain nombre d'opérations. Il s'occupe par exemple de l'île Doménil dans le bois de Vincennes. Également, j'ai vu des projets à Genève et puis également au Liban. Oui. Oui. Voilà. Bon, je vous laisse la parole. Oui. Ouais, ouais. Attention au verre d'eau. Bien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis propriétaire du domaine de Montmort depuis décembre 2022. Et on peut se poser la question pourquoi, finalement, à 65 ans, avoir l'envie de lancer un nouveau projet. En fait, depuis une dizaine d'années, je me posais la question amoureux des livres et des jardins. Je me suis rendu compte que j'avais, notamment en visitant le domaine de Kerdalo, que j'avais vraiment envie de lancer un nouveau projet qui allait me permettre de voyager dans le monde et de visiter les fameux jardins que j'avais lus, que j'avais regardés dans les livres, d'en saisir leur profondeur, leur histoire, au travers des différentes cultures et des époques. Donc en revenant, parce que Kerdalo, c'est pas fait pour une question de propriété intellectuelle qui avait été donnée par le prince Volkonski. Ce qu'il avait fait était très très beau et lui-même avait beaucoup voyagé. Hein. C'était un peintre de l'école de Paris. Et je suis revenu des Côtes d'Armor en me disant oui, je veux lancer un projet. Alors, Montmort-Lucie, je l'avais déjà visité 12 ans avant. J'avais ma troisième fille qui était beaucoup plus jeune, qui avait 9 ans. Et les fossés secs m'avaient fait un peu peur. Je n'avais pas la solution à ce moment-là. Puis, je n'étais pas organisé pareil. Et puis, après Kerdalo, le Covid est arrivé. Et puis, je me suis dit, tiens, il faudrait que je demande à un bon ami qui est dans l'immobilier, savoir ce qui est devenu le domaine de Montmort. Il a dû être vendu. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit à François Cabestan, je vais manger une pizza à nouveau, puisqu'en fait, c'est une histoire de 3 pizzas. Et je me retrouve avec le Figaro Magazine et à revoir cette annonce. Ils en ont passé que 2. Et ils précisaient que le château était toujours dans la famille depuis 1704. Je me suis dit, il n'a pas été vendu, il y a sûrement une histoire. Bon, j'ai rappelé, on a visité, j'ai revu la propriétaire qui m'a dit, bah oui, vous avez quand même bien grisonné. Je me dis, c'est passé 10 ans. Je suis venu avec mon architecte et ami Thierry Beaune, et finalement, on s'est décidé, voilà, et ça a pu se signer une année après. Et complexité de l'habilitation familiale au niveau de la maman. Et donc, ça m'a permis de voyager. Enfin, c'était l'idée de voyager outside. Et finalement, ensuite, également, je me disais, ça me permet de voyager inside, c'est-à-dire de voyager dans un lieu, de créer un labyrinthe des jardins. Bon, grâce à mon ami Thierry Beau, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Florent Clier et Gilles Peters. Et une amitié professionnelle s'est créée. On a travaillé depuis un an, plus d'1 an sur le projet.
vous en parlera. On a créé 6 figures paysagères et 33 chapitres. En 2023, on s'est déplacé en Italie. 2024, en 11 jours, on a visité 22 jardins en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande. Là, on va retourner en Italie et on a prévu d'aller au Japon en octobre. Alors, le coup de cœur, donc le domaine de Montbard que vous voyez là, il est sur 30 hectares. Il s'inscrit dans un écrin boisé. Donc, le grand paysage est magnifique, avec des prairies également, et des haies bocagères, donc des choses qui n'existent plus. Et pour la région, puisque le château de Montmort-Lucie est situé à 18 km au sud d'Épernay, qui lui-même était une vingtaine de kilomètres de Reims, c'est un paysage très singulier. On est entouré de vignes, mais à distance. La côte des Blancs, pas très loin, la côte des Pinots Noirs, un peu plus loin. Et cet ensemble-là, nous avons un immense respect, bien évidemment, quand on voit l'ensemble de ces bâtiments et ce parc très structuré, chargé d'histoire, on ne pouvait que tomber amoureux de cet ensemble-là. Et ça a été l'envie aussi de rendre finalement ce que la vie m'avait donné, puisque le château ne faisait plus l'objet de visite depuis une quinzaine d'années. Donc d'investir les lieux et de le rendre déjà à la population. On a accueilli en 2023 le Montmort-Lucie, pour ensuite le rendre également au département et le faire rayonner beaucoup plus loin. Et on a un immense respect pour tous les ascendants qui sont passés par là. Il faut savoir que ce que vous voyez là, le château Renaissance a été édifié sur un piton rocheux. Une charte des comtes de Champagne fait état de la famille Germont en 1042, il y avait une forteresse qui avait été édifiée à ce moment-là. Ensuite, la famille d'Angeste, en 1394, a pu acquérir cet ensemble-là. Et ce sont des femmes, donc ça veut dire que les femmes sont vraiment à l'honneur dans le projet. On y travaille notamment au niveau des fontaines. Retour de voyage de la Villa d'Est et en Angleterre de Newby Hall et en Irlande des bassins. Donc on a une artiste, parce que je suis attaché, je soutiens les artistes depuis très très longtemps. Donc j'ai une amie sculptrice qui travaille sur ce thème-là. Enfin, c'est déjà en tant que sculptrice, elle travaille beaucoup sur les femmes. Je dis, tes femmes sont des personnes qui doivent combattre pour survivre. Et donc ce sont deux femmes en 1538, et je vais en finir là-dessus, qui, on le voit, ont fini de rénover le vieux château, qui est sur des bases du 12e, qui est juste en bas. Je ne sais pas si Florent peut le montrer. Et elles ont regardé, elles ont imaginé Jeanne d'Angeste et sa fille Chrétienne Daguerre, la reconstruction de ce château Renaissance qui s'est fini en 1577, donc à l'arrivée de l'époque maniériste. Voilà. Florent, je te passe la parole pour l'introduction. Merci. Donc le domaine de Montmort, en fait, la première fois qu'on s'est rencontré avec Jean-Luc nous l'a présenté comme le domaine de Montmort, en Brie des Étangs, dans la vallée du Surmelin. Ce qui a été un tout petit peu écorché par Jean-François, mais c'était en fait c'était un choix très volontaire de l'appeler comme ça, parce qu'en fait la Brie des Étangs, c'est ça a été, puisque maintenant c'est terminé, mais c'était la communauté de communes de cette partie de la région Grand Est qui en fait s'organise autour de grands plateaux forestiers humides et la vallée du Surmelin, qui est la vallée que surplombe le château. Et donc, l'idée, c'était vraiment par ce titre et par cette manière d'appeler, par cette nouvelle manière d'appeler le domaine, c'était aussi d'engager une relation, un lien ténu avec la vision territoriale du château, qui s'intègre dans un paysage assez magnifique, avec des dispositions, des vues. Vous allez voir qu'on va vous présenter, qu'on appelle les grands tableaux, qui sont des vues qui sont représentées à travers des gravures depuis le XVIe et le XVIIe siècle, et que par le projet de paysage, on va proposer de renforcer. Donc on va d'abord vous parler de la question
plutôt territoriale de l'implantation de ce château dans son territoire, entre la vallée de la Marne et la vallée du Surmelin. Ensuite, je vous parlerai un peu du contexte de ce château qui s'intègre dans une grande pente et qui donc a des relations très très complexes en fait avec son paysage direct et le parc. Et on essaiera de développer un peu les enjeux patrimoniaux qui sont issus de l'étude qui a été réalisée par Jardin d'Histoire et dont on va vous présenter un certain nombre d'éléments qui nous permettront d'étayer aussi le projet. Et donc, le projet, donc figures paysagères, qui sont en fait les différents éléments du château que l'on propose de programmer pour installer de nouveaux usages dans le parc, notamment la création d'une petite chambre d'hôte, d'un restaurant, d'une résidence d'artistes, un certain nombre d'éléments comme ça, avec des espaces pour accueillir des espaces de festivités, un festival, des concerts. Voilà. Donc tout ça, c'est dans l'idée de redynamiser l'activité du site et donc de réengager une forme de réappropriation du site en lien direct avec la municipalité de Montmort-Lucie. Donc d'abord une vision territoriale. Montmort-Lucie, c'est d'abord une silhouette castrale prépondérante dans son territoire. Victor Hugo en parle en 1838 dans une lettre qui est écrite à Juliette Drouet. Il dit « Le paysage est plat, la plaine fuit à perte de vue. Tout à coup, en sortant d'un bouquet d'arbres, on aperçoit à droite, comme à moitié enfoui dans un pli de terrain, un ravissant tohu-bohu de tourelles, de girouettes, de pignons, de lucarnes et de cheminées. C'est le château de Montmort. » Et en fait, effectivement, en dézoomant un peu, on se rend compte que on est dans une configuration très, très spéciale. On a la vallée de la Marne ici, si on regarde la topographie de Château-Thierry jusqu'à Épernay. Montmort-Lucie est en fait au fond de la vallée du Surmelin, donc presque sur le plateau de Reims, hein, vraiment presque à la limite avec Étoges. Inscrite vraiment dans un paysage hydrographique très fort, parce qu'en fait la vallée du Surmelin est très protégée, a été très préservée de l'urbanisation et des transformations qui ont pu avoir lieu sur la vallée de la Marne. Donc dans un paysage de ripisylves et de prairies calcicoles très préservées. Mais c'est aussi un paysage d'étang et un paysage très argileux, très humide, qui se retrouve aussi à l'intérieur du parc. Donc avec de grands étangs, de grandes mares très nombreuses qui font qu'en fait, ce territoire humide, qui s'appelle aussi la brie forestière puisque la forêt n'a pas été coupée pour engager des cultures, justement du fait de cette terre très argileuse. La brie forestière est une forêt mix entre étang et forêt qui est d'une grande valeur écologique aujourd'hui et qui est protégée. On a ensuite les coteaux calcaires de Champagne, donc sur toute la vallée de la Marne, et on voit qu'en fait, ils se retournent à l'arrière. Il n'y a pas de champagne dans le fond de la vallée du Surmelin, pour les raisons que je viens d'évoquer, puisque les coteaux sont très argileux. Par contre, il y en a au début de la vallée et sur les contreforts du plateau de Reims. Donc on a ici la carte de lecture de ces différents éléments qui nous donne un peu une première idée de la position de ce château dans sa vallée et dans son contexte, je dirais, géomorphologique. Donc on identifie bien ici les grands plateaux agricoles, avec une épaisseur de terre fertile très connue, la brie forestière protégée puisque très marécageuse, et la vallée de la Marne et son Champagne avec ses coteaux très calcaires. Et en fait, on se rend compte que à l'intérieur, dans le cadre plus fermé de la position du château dans la vallée du Surmelin, on identifie donc une série d'affluents au Surmelin et on se rend compte qu'en fait, en étudiant les cartes historiques et les courbes de niveau et les cartes de géologie, on se rend compte qu'en fait, le château est installé effectivement alors, sur un éperon rocheux, peut-être pas, mais sur une colline assez importante pour la vallée du Surmelin, ça c'est une certitude, qui en fait est générée par le passage, donc pas d'un affluent, mais d'un ru
de drainage des plateaux agricoles qui, en fait, est très fortement alimenté lorsqu'il pleut beaucoup et qui coule à peu près 8 mois par an. On se rend aussi compte, en analysant ces données un peu plus techniques, que Montmort-Lucie étant en fond de vallée, il y pleut beaucoup plus qu'ailleurs dans ce territoire, avec des pluviométries qui sont de l'ordre de 30 ou 40% supplémentaires par rapport à la vallée de la Marne. Et on se rend compte aussi, donc, toujours dans cette idée de la compréhension du sol et de l'histoire avant de commencer à faire du projet, qu'on est sur des coteaux qui sont très drainés, donc qui ont assez peu de terre végétale, donc qui sont assez calcaires, et sur des plateaux avec beaucoup d'épaisseur de terre. Donc Montmort-Lucie, c'est une silhouette castrale, comme je disais tout à l'heure, positionnée à flanc de colline, donc en surplomb du paysage. Et donc c'est un château qui est visible de toutes parts dans le territoire proche, et qui, depuis l'intérieur, cadre des vues sur le paysage très préservé de la vallée du Surmelin, ce qui lui confère en fait une situation et une aura assez particulière. On le voit ici sur ces nombreuses gravures. Alors, j'ai choisi plutôt des gravures du 19e, mais qui choisissent principalement de représenter le château presque même sans son socle, qui sort d'une nature sauvage assez préservée, avec c'est un bestiaire toujours très présent. Alors, des sangliers, des chevreuils. Le château est toujours représenté dans un style très romantique, puisqu'il a aussi d'ailleurs été fortement transformé au 19e siècle. Mais on y viendra plus tard. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour nous aussi. C'est les différentes vues que l'on a depuis l'extérieur du domaine, donc depuis la vallée du Surmelin, sur le château. Et c'est quelque chose d'assez important, puisque je me permets donc de passer par l'analyse des cartes, notamment cette carte du 18e, qui n'est pas la première carte que l'on ait. C'est les premières cartes que l'on a datent de 1740 à peu près. Mais ici, on est sur une carte de 1765 qui est très intéressante, puisqu'en fait, elle commence à imaginer de potentiels nouveaux tracés pour réouvrir, pour désenclaver le site, puisque le grand château, à proprement parler, date du XVIe siècle, comme l'a expliqué Jean-Luc. Et en fait, ce château a été parfaitement enclavé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc ici, vous avez une carte de 1765 qui propose un certain nombre d'hypothèses de nouveaux grands tracés sous Napoléon pour réouvrir le site, améliorer les axes commerciaux et permettre de le relier plus facilement aux grands domaines, aux grands châteaux alentour, notamment le château d'Étoges, qui est un château 18e absolument magnifique, qui est un peu dans la même mouvance, même si il ne ressemble pas du tout à celui de Montmort. Là, vous avez une carte un peu plus tardive, donc on voit que les travaux n'ont toujours pas été réalisés. Dans cette carte-là, on comprend qu'en fait, le seul accès provient du sud du château, puisque ces cartes-là sont orientées est-ouest, comme beaucoup de plans que vous allez voir par la suite. Et donc, en fait, l'entrée du château se fait plutôt par le côté, et donc pas du tout dans les grands axes de symétrie composés à la Renaissance. Donc en fait, jusqu'en 1800, après 1795, on ne sait pas quand vraiment ont lieu ces travaux, mais en fait le château était alimenté par ces deux axes marrons. Et donc après 1790, ces grands axes à l'échelle du territoire, qui sont aujourd'hui deux départementales, qui vont l'un vers Mareuil-en-Brie et l'autre vers Étoges, et puis un vers Épernay. Et il y a un dernier axe qui a été aménagé vers Vertus. Pourquoi je vous parle de ces axes? Vous allez le comprendre grâce à ces images-là. Donc là, vous voyez l'axe principal du château, qui est l'axe en fait est-ouest, puisque le château, en fait, les tours sont orientées aux points cardinaux. Donc ici, vous avez la tour nord, sud, est et ouest. Et donc, en fait, le château, par la création de ces nouveaux axes d'accès, est un peu remanié à cette époque-là, donc au début du 19e siècle, au tout début du 19e siècle, pour retrouver un peu des grands axes d'entrée, aussi par rapport au tapis vert de l'autre côté. Donc là, par exemple, vous avez le château dans son contexte qui regarde vers l'axe est, vers l'axe de Mareuil-en-Brie.
Et ici, vous avez le contre-champ, donc la grande perspective, le grand tapis vert de l'autre côté qui regarde vers Étoges. Donc en fait, ces axes-là, qui sont vraiment à perte de vue, sont évidemment extrêmement importants pour le château, puisque dans la famille, et c'est aussi une idée qui est très propre à Capability Brown et au Grand Parc euh, euh, à l'anglaise du milieu du XVIIIe siècle, la propriété du château s'arrête là où le regard s'arrête, donc là où la route se termine ou là où la forêt commence. Et en fait, c'est quelque chose qui était très propre à Montmort-Lucie. Le propriétaire Raymond de Montmort, à la fin du XVIIIe siècle, était même allé jusqu'à planter certains grands arbres d'exception à l'orée du domaine pour signifier en fait la vision et la fin de la propriété du château, donc là où s'arrête le regard. Donc là, vous avez l'axe est et l'axe ouest qui va jusqu'à Épernay, qui est prolongé par le grand tapis vert. Là, vous retrouvez cet axe-là, et avec un effet d'optique qui est assez étonnant, parce qu'en fait, évidemment, tout cet espace-là n'est pas plat, vous l'avez compris, je vous ai montré la topographie, et qui crée en fait un effet de découverte. Donc le château se disparaît et réapparaît au gré de la topographie, ce qui crée un effet tout à fait étonnant, et qui participe évidemment à la mise en scène de ce château, perché sur son éperon. Et je vous parlerai enfin du dernier axe, donc de la route d'Épernay, qui est l'axe pour le coup sud-nord, par lequel en fait on avait à l'époque une série de vues donc qui ont été pensées à partir de la Renaissance, mais qui se sont évidemment amplifiées au XIXe siècle dans cette image un peu néo-troubadour du château fort, mais avec aussi des renforcements de toiture haute vers le ciel. Et donc là, vous avez la vision diagonale du château, d'une vue du château au XIXe siècle. Donc là, vous voyez le château ancien, XIIe siècle, et là, le château XVIe, brique et pierre, avec ses quatre tours d'angle. Et aujourd'hui, vous avez la vue depuis cet axe qui est complètement cachée par une série de grands tuyas qui ont une trentaine d'années aujourd'hui. Donc, une partie du projet de paysage vise évidemment à réouvrir ces vues-là, à abattre un certain nombre de sujets pour compenser, réouvrir les cônes de vue et redonner à voir la vision depuis le grand territoire jusque vers l'intérieur du château. Donc voilà une dernière image, une aquarelle de la fin du XIXe siècle. Donc le château dans son contexte, peut-être un bref rappel de situation. Donc voilà les deux châteaux, on les appelle les châteaux, parce qu'en fait on a vraiment le château 12e et le château 16e. Peut-être un bref rappel, le château 16e est encore aujourd'hui, il a subi de grosses restaurations au 19e siècle au rez-de-chaussée, mais dans son ensemble, en fait, le rez-de-chaussée est plutôt 16e transformé au 19e. Le premier étage a été très remanié au 17e avec une grande salle des gardes avec un magnifique plafond poutré solive peinte, absolument, très très bien préservé. Et le troisième étage est plutôt 18e avec après trois étages de combles dans les grandes toitures. Je me suis rendu compte tout à l'heure qu'en fait on montrait aucune photo de l'intérieur. Mais parce que le propos est aussi plutôt le paysage, je suis paysagiste, voilà. Mais on pourrait vous en montrer. C'est très beau, et de manière générale, le château a été très bien entretenu par les propriétaires. Donc il est dans son jus. Il y a beaucoup de travaux à réaliser qui sont menés par différents architectes et chapeautés par l'architecte en chef des monuments historiques, Maël Le Quellen. Mais voilà. Et donc le parc, donc en fait on a un domaine qui est assez spectaculaire, puisque en fait on a un condensé de l'histoire des jardins du XVIIe jusqu'à nos jours. On a un bosquet en étoile, on a une grande perspective qui a longtemps été un jardin à la française, on a une prairie et un parc à l'anglaise
constitué entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle à peu près, qui a été très bien préservé. On a un potager, pareil, développé à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, qui est aussi parfaitement dans son jus, avec des exemples de serres très bien préservés qui sont à reconstruire. Donc c'est un paysage assez spectaculaire qui, aujourd'hui, est en moins bon état que le château, puisque c'est un domaine considérable, hein. Le parc du château s'étend sur 33 hectares. Et donc, il y a eu beaucoup de laisser-aller, beaucoup d'oubli, voilà, d'aménagement sommaire. Et donc, on est là aujourd'hui pour redonner vie à ce site. Voilà ici l'ensemble des 5 grands tableaux, les 5 grands cadrages que l'on voit, qu'on reconnaît très très bien dans la lecture des différentes gravures qui sont à notre disposition. En fait, là, on voit bien que le château change complètement de visage en fonction de l'endroit dont on l'observe. Ici, on est sur le grand tapis vert dans l'axe. Donc le château est très adouci, sa silhouette est très adoucie. Ici, on est au début du bosquet, à l'entrée de la Chênaie. Et donc là, on voit bien qu'on a une vue de 3/4 qui est aussi très adoucie. Ensuite, on a une vue depuis la grande prairie à l'anglaise, de 3/4 à nouveau, mais cachée par de très grands cèdres. On a une vue diagonale qui est aussi très représentée entre le XVIIe et le XVIIIe siècle en gravure. Et enfin, on a la vue depuis le potager, qui est vraiment la vue, je dirais, 12e, avec l'image de cette grande poterne d'entrée, avec ces 2 tours rondes à raser au XVIIIe siècle, qui était en fait l'entrée du pont-levis historique. Donc les châteaux, donc un bref point de contexte. Donc là, ici, vous avez bien le château, en tout cas ce qui reste du château 12e siècle, avec ces 3 tours d'angle, 1, 2, 3. Ici, il y en avait une 4e qui a été transformée en pavillon d'angle au XVIIIe siècle pour retrouver une symétrie avec le porche d'entrée. Et ici, vous aviez les 2 arrondis des tours à raser, qui étaient en fait l'ancienne poterne d'entrée avec le pont-levis. Ici, le château en fait se retournait en U pour venir fermer, en tout cas sur son côté ouest, cette basse-cour. Et donc au XVIe siècle, est construit, en tirant parti justement de cette topographie, est construit un massif carré flanqué de 4 tours en briques et pierre, avec une toiture à 4 pans abritant 3 étages sous comble, et donc plutôt les étages de service. Et ce château est installé sur une plateforme carrée, entourée de 4 bastions en pointe de diamant. Les bastions sont des espaces de service, four à pain, lingerie, et cette partie-là m'échappe, je suis paysagiste. Et celle-ci est très intéressante, au contraire. Elle est en fait la porte d'entrée, je dirais, un des moyens, parce qu'en fait, on a un pont-levis derrière à 4 arches, mais c'est l'entrée principale, qui est en fait une rampe hélicoïdale en briques, qui s'enroule autour d'un escalier à vis, et qui est assez spectaculaire. En fait, il n'y en a que 2 exemples en France, et le 2e exemple est dans la vallée de la Loire, dans le château d'Amboise. Pareil, je suis confus, on n'a pas de photo de ce magnifique escalier. Donc, un château donc, dans la pente, donc à nouveau, la grande perspective, entouré de fossés secs, avec un pont-levis qui complète justement cette rampe hélicoïdale, le château 16e, le château 12e, et sa basse-cour, avec en dessous l'abreuvoir et le grand potager. Voici une coupe un peu de la disposition du château sur sa plateforme par rapport au fossé sec et au pont-levis qui donne sur la grande perspective. Donc une mise à distance de cette motte par rapport à son contexte. Ici, vous avez un bref historique de l'évolution du potager par rapport au château. Donc le potager qui restait aussi dans son jus depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, avec une extension dans les années 20, avec un grand verger qui est encore là aujourd'hui, et de très beaux exemples de serres préfabriquées, achetées sur catalogue, et qui seront en réhabilitation prochainement.
Donc voici la grande perspective, donc dans l'axe principal du château 16e, bordé d'un côté par le bosquet et de l'autre par le parc à l'anglaise. Ici, vous avez une gravure du XVIIe siècle de Claude Chastillon qui nous montre en fait déjà à l'époque la présence de ce grand tapis vert, de cette grande perspective qui était aménagée avec des grands, on le suppose, puisque ça existe sur plusieurs plans, vous allez le voir, de grands parterres de fleurs. Donc on voit très très bien le grand bosquet avec ses allées à l'arrière du plan. Donc voici une image du château avec la grande perspective et la première contre-allée de chêne. Le château, dans sa grande perspective, est vu depuis la grande salle des gardes 17e, donc depuis la grande fenêtre. Et là, vous le voyez qu'en fait, la grande perspective est en pente, elle est légèrement en pente vers la Chénève. Elle n'est pas à plat. Si vous avez un historique de la grande perspective, donc qui, tout au long du XVIIIe et a priori aussi au XVIIe siècle, par rapport on le voyait dans la gravure de Claude Chastillon, qui apparemment le parc était principalement composé en fait du bosquet et de la grande perspective, du grand tapis vert et des contre-allées. Le reste du parc étant plutôt lié à la question de la production, donc avec une châtaigneraie et plutôt une production agricole, maraîchère et agricole, qui était très liée à la vie du château. Et au XIXe siècle, on observe d'une part une perte de qualité, une perte de complexité, je dirais, du dessin du bosquet à la fois, et de la grande perspective qui se transforme en prairie. Le bosquet perd des branches et la grande perspective se transforme en prairie pour des raisons que vous allez découvrir plus tard. Donc le parc à l'anglaise, donc là vous voyez, on a réalisé une série de grandes coupes dans le château qui permettent de voir un peu le positionnement du château dans sa pente. Et donc le parc à l'anglaise, donc je reviens un peu sur cette question-là. Donc là, vous voyez sur ces images du début du XVIIIe siècle, on voit la grande perspective, le bosquet, et en fait, on voit que ces deux espaces-là, qui sont aujourd'hui le parc à l'anglaise, étaient plutôt réservés. Que c'était plutôt deux parcelles à usage agricole au XVIIIe siècle, et qu'elles se transforment progressivement au milieu du XIXe siècle en un espace de loisirs, une promenade dans un parc paysager. Au XXe siècle, le parc paysager à l'anglaise revient pendant un temps à une forme de production agricole, juste après-guerre. Et ensuite, dans les années 70, se redessine. Donc, il y a une nouvelle phase de plantation et on retrouve vraiment une consolidation de ce parc à l'anglaise, avec une vraie volonté de recréer des liens entre ces deux grandes prairies vallonnées qui sont très, très fortement en pente par la figure du tapis vert, ce qui expliquerait potentiellement la disparition aussi des arabesques qu'on peut voir sur les plans 18e. Un dernier mot sur le parc à l'anglaise, de la vue depuis l'extérieur. Donc on voit le château, il y a tout un cheminement qui fait apparaître le château encore aujourd'hui, qui est très, très imposant et qui est mis aussi, qui est remis en valeur par le projet. Donc on voit ces grands bosquets d'arbres majestueux, d'arbres un peu remarquables. Voilà, qui est on a une gravure ici du 19e siècle qui représente bien justement cette volonté de l'adoucissement par le parc paysager à l'anglaise de cette mode castrale. Le bosquet, donc... j'y suis. Donc, les enjeux patrimoniaux, on a fait toute une campagne de repérage en drone avec une opération LiDAR, en photométrie. On voit la silhouette du château qui est ici. Et un bref historique du parc. Donc, on passe au XVIIIe siècle de la complexité du plan et d'une vision plutôt agricole à un apaisement des formes au début du XIXe jusqu'à une consolidation dans les années 50-70 du parc que l'on connaît aujourd'hui. Donc, je passe vite sur les enjeux paysagers. À partir de cette étude paysagère historique, on a développé un certain nombre de figures paysagères. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet avec Jean-Luc.
Et donc en fait, on a réinvesti différents espaces. Donc la question du vallon humide, donc la réouverture de cette ancienne rue agricole qui aujourd'hui est sortie de la parcelle et que, à la suite de débats avec le maire du village, on a réussi à réintégrer à l'intérieur et de la police de l'eau, de réintégrer à l'intérieur de la parcelle. La question des jardins nourriciers, donc le potager et le verger. La question du domaine, ce qu'on a appelé le domaine d'Arcadie, qui, par une vision un peu unitaire, propose de réunir le parc et les prairies du parc à l'anglaise. Les abords du château et leurs dépendances en jaune, le tapis vert en bordeaux et le bois mystérieux. Donc voici le plan auquel nous avons abouti. Donc je propose de passer. Donc par exemple, la première figure, il reste 5 minutes. Je pense que je devrais y arriver, présenter un travail d'1 an en 5 minutes. Cette image, en fait, on voit que ce ruisseau était normalement censé, encore aujourd'hui, sort de la parcelle. Nous, on propose de le réinvestir à l'intérieur de la parcelle à travers une première partie qui sont en fait des bassins filtrants qui permettent de nettoyer les eaux qui viennent des plateaux agricoles où il y a beaucoup d'intrants, donc de nettoyer grâce à des processus de phytoépuration et de nettoyage par différentes strates de sable qu'on développe avec le bureau d'études Symbio, un hydrologue, l'eau qui passe ensuite dans un espèce de jardin japonais revisité et qui, dans cette figure du vallon humide, ensuite permet, en fonction des périodes de l'année, de remplir des bassins plats qui permettent de stocker l'eau, toujours dans l'idée de ralentir le rythme de l'eau et de permettre son infiltration régulière au sein de la parcelle et donc d'éviter de ralentir le rythme de l'eau au maximum, d'éviter de l'envoyer directement dans le surmelant. Donc ici, vous avez la carte du 18e avec l'emprise de l'ancien étang et de l'ancien passage de ce ruisseau, donc par rapport à la question du cône alluvionnaire fertile, ce qui explique aussi que le jardin potager est à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit où il y avait toutes les alluvions drainées par le plateau forestier. Donc d'abord les bassins filtrants, ensuite la question du jardin japonais, mais un peu apaisé autour des bassins. La question du vallon humide, donc avec ces dépressions dans le sol qui permettent de stocker l'eau et de l'infiltrer directement à la parcelle, donc dans l'idée de ne rien rejeter dans la vallée du Surmelin à la fin, et la reconquête, je dirais, du pied du château à travers cette question, cette figure du fossé des brumes, donc de travailler avec les ifs existants pour recreuser. La question des jardins nourriciers, donc dans la première partie, on ne change rien. Par contre, en fait, dans ce château, on propose de réinvestir cette question de la production, puisqu'elle est évidemment indissociable de la vie du château aujourd'hui. Et donc, on y intègre un potager, certes, pour nourrir les besoins du restaurant et de l'auberge qui sera installée dans la basse-cour, j'y reviendrai plus tard. Mais on y installe aussi une pépinière pour que le château puisse produire ses propres plants. Et on vient renforcer, donc avec du stockage, et on vient renforcer la question du verger historique avec un ensemble de haies qui vient s'évaser dans la Chartreuse, de haies champêtres qui permet de renforcer la biodiversité et d'installer des ruches. Donc on a vraiment cette grande figure qui est unifiée à la fois par la création de ces murs en pisé issus de la ressource locale des terres argileuses et de la création de ces grandes haies champêtres qui viennent en fait récupérer l'axe de ce qu'on appelle l'allée Saint-Pierre qui va jusqu'à l'église et qui est planté de grands tuyas. Donc les jardins nourriciers, la création d'une haie, de murs en pisé qui permettent de récupérer l'hygrométrie et de restituer l'eau et la chaleur pour notre pépinière et la plantation d'arbres en espalier, et la question des haies champêtres qui permettent de réorganiser le verger dans un plan de château un petit peu plus unitaire. Le domaine d'Arcadie, donc c'est à la fois la question de relier ces deux grandes prairies et de conforter cette question du parc à l'anglaise, notamment en renforçant les bosquets, en travaillant sur l'abattage et la replantation d'arbres pour préparer
le remplacement des arbres remarquables, notamment grâce à des espèces historiquement plantées au 18e et 19e, comme le ginkgo biloba par exemple, et donc retravailler la question de la gestion différenciée et des fauches, notamment avec les agriculteurs locaux, donc essayer d'ouvrir la gestion du parc à différents acteurs. On a aussi une baignade naturelle qui vient s'installer dans la contre-escarpe du premier bastion pour être invisible. On installe aussi à l'orée de la forêt un grand théâtre en utilisant la pente de la fin du bosquet et du début de la grande prairie qui sera très fortement plantée d'arbres pour densifier la lisière forestière. Et on vient retravailler sur toutes les franges des fossés secs, soit par le traitement des lisières pour justement réouvrir tous les fossés secs, notamment un peu sur le modèle de la Valeuse normande, pour réouvrir les fossés secs avec justement toute une strate florale et mettre à jour les grandes futaies de hêtres et de chênes qui sont autour. Donc en fait, pour retrouver un peu cette vision de la motte castrale sur son éperon, qui aujourd'hui n'est absolument plus visible puisque la nature a complètement repris ses droits. Ici, vous avez la vision du château ou des châteaux, le château 12e, le château 16e. Ici, on a un ancien morceau de la ferme originale du château qui a été redivisé en deux et qui aujourd'hui est appelé le théâtre, qui est la seule partie qui n'est pas conservée, que l'on propose de transformer en zone technique avec un premier parking qui nous permet en fait de ne faire pénétrer absolument aucune voiture à l'intérieur de l'enceinte du parc. Donc en fait, l'idée, ce serait de dire que dans le château 12e va accueillir un ensemble d'une dizaine de chambres d'hôtes. Le premier bastion ancien va accueillir les cuisines et la salle du restaurant. Ici, on aurait une résidence d'artiste avec une salle d'exposition et la poterne d'entrée deviendrait la maison du jardinier et la maison du gardien. Donc ça, c'est pour la basse-cour. L'idée, c'est que les visiteurs arrivent, passent le pont-levis, déposent les visiteurs et font demi-tour pour venir se garer dans le parking pour après revenir à pied par ce jardin latéral qui existe aujourd'hui déjà, revenir à pied dans la basse-cour. Donc il n'y a pas de voiture qui se stationne dans cet espace-là. Donc on a plutôt un espace servant et un espace servi, je dirais, donc avec une terrasse plein ouest qui est la terrasse du château. Donc évidemment, le restaurant fonctionne avec, il y a une espèce de gestion des espaces. Les légumes viennent du potager. Enfin, il y a une espèce voilà, une réflexion sur la programmation qui est assez aboutie. On propose de revégétaliser fortement sur les conseils, sur les préconisations de l'étude historique, de revégétaliser la basse-cour comme elle l'était à l'origine. Donc voici les images de référence de la proposition, donc de passer aussi d'un revêtement en béton avec des gravillons jusqu'à des gravillons plus épais sur les massifs centraux. Peut-être que ce que je ne précise pas, qui est quand même très important, c'est qu'en fait, on propose de réinvestir les entre-deux des pavillons d'entrée et de reconstituer deux grandes toitures pour créer des espaces supplémentaires qui, en fait, auparavant existaient des espaces d'écurie. Voilà. Et donc, pour l'instant, on propose, donc c'est un travail qu'on est en train de mener avec la CMH pour voir un peu dans quelle mesure on peut réinstaller ces anciennes écuries intercalaires avec les poternes d'entrée pour créer de la surface supplémentaire, pour créer à la fois la salle du restaurant et je regrette, je dépasse, j'ai bientôt fini. Le tapis vert, donc l'on a appelé le tapis des merveilles, que l'on propose. Donc en fait, il y a une partie qui est très importante pour nous, qui est le Grand Ovale, qui aujourd'hui est un jardin à la française 19e, début 20e, qui est en très très mauvais état, et qu'on propose de réinvestir plutôt à l'image de la prairie pour faire le lien, pour retendre un peu un lien ténu entre la prairie et le parc à l'anglaise. Et cette grande perspective, on propose de recréer des talus herbacés, un peu à l'image des mix borders à l'anglaise, avec deux grands bassins en longueur qui donnent sur un espace central d'orangerie contemporaine, avec tout un jeu de topographie que l'on recrée. En fait, comme je vous le disais précédemment, le tapis vert est plus haut ici que là. Donc en fait, on propose de réinvestir
cette question de la topographie et de recharger en terre pour positionner des terrains de boulingrin sur la fin du site. Donc voilà notre inspiration principale, les jardins de Newby Hall en Angleterre, avec leur double bande de talus herbacés et de mixed border, entourés, cadrés de haies, qui donnent sur la grande perspective. Ici, vous avez les jardins les grands étangs de Pascal Cribier, donc avec cette vision d'un paysage revisité à la française avec des haies très cadrées, mais en même temps un jardin assez naturaliste avec des palettes végétales complexes qui permettent une floraison sur l'année et des paysages qui demandent finalement assez peu d'entretien, beaucoup de conception, mais finalement assez peu d'entretien, et donc de finir par la question du boulingrin avec des talus recréés en béton de site. Donc ici, vous voyez le traitement en coupe transversale sur le talus, donc il crée ici des topographies assez fortes qui sont liées au terrain naturel. Enfin, le bois, le bosquet. Ouais, Bon, arrête. et ben voilà. Mais C'est pas mal. j'ai fini. Bien. C'est mystérieux. Mais oui, je vous en prie. Non, on a à peine dépassé en fait, 4 minutes. Bien en attendant que j'arrive. Très impressionnant. Ce site est magnifique. Votre projet est incroyablement audacieux. Quelle est la planification d'un tel projet? Alors, on a fini les études de fin 2024 avec l'architecte en chef Maël de Kellen, qui en sous-traitance avait Jardin d'Histoire. Nous, ensemble, on a fini la première série d'études aussi qu'on va présenter à la DRAC bientôt concernant le parc, parce que le parc est monument historique. Donc la DRAC est en train de regarder qui pourrait mettre face à nous pour pouvoir échanger sur tout ce qu'on a pu travailler. Et normalement, moi, j'ai des sessions qui interviennent début 2026. Donc, cette année, il va y avoir déjà une première tranche de travaux, on l'espère, qui pourrait me permettre, moi, de faire le switch et de déménager d'une campagne à une autre pour être là. Et ensuite, courant 2026, de pouvoir lancer en parallèle ce dont on vient de parler, à la fois sur les bâtiments et sur le parc. En fait, ce qu'on vous présente ici, c'est un AVP. C'est le fruit d'une étude qui a duré un an d'aller-retour, de visite sur site, de résidence sur site. On a passé beaucoup de temps là-bas, notamment avec le bureau d'études Jardin d'Histoire, les hydrologues. On a fait toute une étude justement sur la compréhension du fonctionnement du site, l'histoire, avec Opus Paysage, donc toute une étude historique pour essayer de décrypter et de comprendre exactement comment fonctionnait ce site, et donc de pouvoir installer un projet de paysage qui soit à même de révéler l'unicité, la singularité qu'on avait identifiée du site. Voilà. Maintenant, ce projet-là, pour être tout à fait franc, il n'a pas encore été discuté avec la DRAC. C'était une volonté de Jean-Luc d'engager les études et d'arriver à un avant-projet solide, très dessiné, pour ne rien s'interdire et pour explorer toutes les pistes. Voilà. Et donc, ce projet est amené évidemment à évoluer, à se transformer. Mais voilà, c'était une manière aussi de prendre un peu nos marques. Et aujourd'hui, on connaît parfaitement le site, on connaît parfaitement l'histoire du lieu. Et évidemment, vous expliquer un an de travail en 30 minutes, c'était en fait infaisable. Je suis très mauvais. Réjouis d'y venir, en tout cas. Pardon? Réjouis de venir sur. Bah, c'est très très beau. Avec plaisir. Réaction. Comment? On est en Grand Est, dans la région Grand Est, c'est ça? Oui. Oui, ouais. Oui, on est vraiment à côté de Reims. Et c'est vrai que dans cette région-là, pour avoir visité, par exemple, si vous allez sur Dieppe, voir les botaniques avec le bois des Moutiers, Vaste-Rival, le bois de Morville, ou toute la Normandie, ou le sud, il y a beaucoup de jardins. Et là, la particularité, c'est qu'il y a très très peu de jardins, pratiquement pas de jardins structurés dans cette région-là. Même si on a parlé des crayères ou de...
Alors moi, pour être franche, la chose qui me pose le plus comme ça, qui me fait réagir, c'est l'orangerie, dans la perspective. Vous la défendez comment? Ouais, c'est vrai, Faut demander à l'architecte. c'est fou. Alors, cette orangerie, c'est une feuille en fait de verre qui libère la tension entre le bois, entre le bosquet et les arbres remarquables, parce qu'on a des chênes de l'autre côté, 3-4 qui ont 250 ans, et qui vient s'incliner devant le château. Ça veut dire que c'est enterré, et on a un amphi tout autour. Donc, elle vient vraiment en toute humilité pour respecter, voilà, parce que l'orangerie, en fait, dans ma précédente vie, je suis arrivé à un endroit, j'avais 30 ans, et étant associé, je suis obligé de le dire, et j'en pleure à chaque fois, mais j'ai rasé une orangerie. Donc, l'orangerie, c'est une obsession, et puis on est attaché aux agrumes, à la production, et puis à ce qu'on pourrait faire d'autre, hein, puisque c'est l'ambition du projet aussi, et la programmation, c'est une partie qui va s'adresser au grand public, une partie qui va s'adresser au grand public, mais de manière un peu comme le Vasterival et le Bois des Moutiers, c'est-à-dire de manière assez confidentielle, sauf lors de manifestations, et ça va s'adresser aussi aux marques, afin dans le cadre du brand home, de pouvoir leur proposer, qu'ils puissent proposer à leur communauté de vivre des expériences qu'on aura montées pour eux, avec ma fille qui m'a rejoint, et notamment le long entre ces deux bassins, de pouvoir faire des défilés de mode et d'arriver sur cet amphi autour de l'orangerie. Mais on sait très bien que là, on va vraiment les taquiner fort, ouais. Et ça, c'est un débat, hein. C'est un débat, c'est de savoir le contemporain dans un ensemble comme ça. Voilà. Je n'ai aucun problème à avoir du contemporain, hein. C'est juste ma réaction, c'est plutôt sur l'endroit où c'est et sur le fait que justement on vienne fermer une perspective d'une certaine manière, parce que ça devient un but de promenade et ça arrête le regard par la force des choses, même si c'est relativement enterré. C'est un. Mais on a Et je suis. conscience que c'est un sujet, ouais. Ouais. En tout cas, je suis très contente de voir combien vous avez mobilisé Jardin d'Histoire, deux anciennes de notre formation, que vous puissiez voilà, travailler avec elles. D'autres réactions, là, je vois que ça s'agite. Xavier, non? Ah, monsieur, oui? Non, attendez. Bonjour. Compte tenu de la surface, est-ce que vous avez pensé à des solutions de mobilité et de gestion hydrographique? Parce qu'il y a un jardin au Fourquet, ça s'appelle le Jardin des Eaux. C'est comme un musée en fait qui traite des questions d'humidité. Mais c'est un jardin, c'est un petit parc et il y a des affiches où ils expliquent en gros comment ils avaient fait pour s'assurer de la gestion de l'humidité. C'était ça en fait la question. Donc là, il y a la question sur la mobilité, c'est ça? Oui, Et sur le côté explicatif, arboretum. Sur la mobilité, effectivement, il y a comme disait le rapportait Florent tout à l'heure, une fois que les véhicules déposent les personnes déjà dans la cour, mais ça sera le cas aussi ailleurs, c'est qu'on aura des petits véhicules électriques qui pourront reprendre, le cas échéant, les personnes, tout au moins les personnes à mobilité réduite. Mais nous, notre ambition, c'est de créer un labyrinthe des jardins, de perdre les personnes, de leur faire prendre finalement une grosse respiration, de ralentir. Voilà. Et comme disait le marquis Girardin, c'est de ramener et de laisser ça aux poètes et aux peintres. Et Jean-Jacques Rousseau a fini sa vie à Ermenonville. Et donc, c'est de les inciter à voir les rêveries du promeneur solitaire. Voilà, en fait, c'est ça, projet. Voilà.